Comprendre la philosophie de Rousseau grâce à Netflix, comprendre le stoïcisme grâce à la crise Covid, ou le concept freudien de sublimation grâce à Rocco Siffredi, c'est la promesse de ce livre, La philosophie c'est pour vous aussi, disponible sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies, un livre qui va vous prouver que la philosophie c'est pour tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du mythe des androgynes. Si vous avez déjà été amoureux au moins une fois dans votre vie, réellement amoureux, il faut absolument que vous connaissiez le mythe des androgynes, parce que ça va vous parler. Si vous avez déjà éprouvé ce sentiment de plénitude qu'on éprouve quand on aime quelqu'un et que ce quelqu'un nous aime en retour, ou si au contraire vous avez déjà éprouvé la souffrance de l'éloignement, du manque, ou pire encore le déchirement de la rupture, le déchirement de la perte, eh bien ce que je vais vous dire dans cet épisode a des chances de vous intéresser. Alors le mythe des androgynes, c'est un texte qu'on trouve dans le Banquet de Platon, et d'ailleurs j'ai failli intituler cet épisode Platon, le mythe des androgynes, mais je me suis ravisé. Je me suis ravisé parce que non seulement ce mythe n'est pas raconté par Platon, vous savez que dans ses dialogues, Platon fait parler des personnages, et en règle générale, c'est Socrate qui incarne la vérité, ou en tout cas, qui incarne la sagesse, au point d'ailleurs qu'on ne sait pas toujours si ce qui est écrit correspond à ce que pense Socrate ou à ce que pense Platon lui-même. Mais toujours est-il que ce mythe des androgynes, il ne reflète absolument pas ni la pensée de Socrate, ni la pensée de Platon. Il reflète la pensée d'Aristophane. Or, Aristophane était l'ennemi de Socrate, et par extension, l'ennemi de Platon. Il était l'ennemi de Socrate, dont il se moquait allègrement, et notamment dont il s'est moqué dans sa pièce de théâtre Les Nuées, puisqu'Aristophane c'était un poète comique. Et je précise qu'à l'époque, le mot poète désignait toute personne qui crée des œuvres littéraires, donc y compris les dramaturges. Désolé si j'ai l'air de vous assommer d'informations, mais c'est pour remettre un peu de contexte. Et donc là où je veux en venir, c'est que, contrairement à la plupart des textes de Platon, le mythe des androgynes n'est pas devenu célèbre parce que Platon y adhérait, mais plutôt, il est devenu célèbre malgré le fait que Platon n'y adhérait pas. Malgré le fait qu'Aristophane soit présenté dans le banquet comme un farfelu, comme quelqu'un qui raconte des fadaises. Si vous préférez, le mythe des androgynes, à la base, c'est une parodie. C'est une plaisanterie philosophique qui a mal tourné. Qui a mal tourné au sens où, contrairement à ce que voulait Platon, ce texte a été pris au sérieux. Il est même devenu une référence. Une référence pour expliquer, sur un mode allégorique, l'origine de l'amour et du désir amoureux. Donc le mythe des androgynes, c'est un mythe inventé par Platon, on n'en trouve aucune trace avant lui, un mythe qui a été placé dans la bouche d'Aristophane, dans un but moqueur, dans un but sarcastique, et qui est devenu, au fil des siècles, l'un des récits philosophiques les plus étudiés et les plus commentés sur la question de l'amour et du désir. Alors maintenant que les précisions sont faites, de quoi parle ce mythe ? Comme je vous l'ai dit, il parle de l'origine de l'amour, et de la nature de l'amour. Il répond à la triple question: qu'est-ce que l'amour ? Qui aimons-nous ? Et pourquoi aimons-nous ? Et là, il faut absolument qu'on précise quelque chose, à savoir, de quel amour est-ce qu'on parle ? Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en grec ancien, il existe plusieurs mots pour dire amour. Plus exactement, il existe plusieurs formes d'amour qui portent chacune un nom différent. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la remarque, mais en français, on utilise le verbe aimer pour exprimer des sentiments qui parfois n'ont rien à voir. Aimer sa femme ou aimer son mari, c'est pas la même chose qu'aimer ses enfants. Aimer ses amis, ce n'est pas la même chose qu'aimer le foot, ou les animaux, ou la viande. Donc le mot amour, en français, il est vague. Et parce qu'il est vague, il nous fait passer à côté de certaines subtilités. En grec ancien, il y avait 4 mots différents pour dire amour. Certains en dénombrent même 8. Le premier, c'est éros, l'amour au sens de désir amoureux.
Le deuxième, c'est philia, l'amour amitié. Le troisième, c'est storgé, l'amour familial. Le quatrième, c'est agapé, l'amour inconditionnel. Et certains ajoutent à ces 4 formes d'amour ludus, le flirt, pragma, l'amour durable, philotia, l'amour propre, et enfin mania, l'amour maladif, l'amour obsessionnel. Alors évidemment, les choses ne sont pas toujours aussi compartimentées. L'amour au sens d'être amoureux peut parfaitement se prolonger dans l'amour amitié. De la même façon que l'amour maniaque va souvent de pair avec un amour maladif. Mais la forme d'amour dont on va parler aujourd'hui, c'est l'amour éros. L'amour au sens où on dit qu'on est amoureux. C'est l'amour au sens le plus courant du terme. L'amour qui fait qu'on a envie d'être avec la personne qu'on aime, qui fait qu'elle nous attire physiquement, qu'on la trouve belle. Est-ce que c'est la beauté qui fait qu'on aime ou est-ce que c'est l'amour qui fait qu'on trouve la personne belle? Vaste question. Bref, l'amour dont on va parler, c'est l'amour en tant qu'il s'accompagne d'un désir d'union avec la personne. Union charnelle autant que spirituelle. Union des corps et union des âmes. Et donc c'est là qu'on en arrive au mythe des androgynes. Que nous dit ce mythe? Il nous dit qu'autrefois, il y avait 3 espèces d'êtres humains. Les hommes, les femmes et les androgynes. Les androgynes étaient des êtres doubles, à la fois hommes et femmes. Gyne, femme, comme dans misogyne. Andros, homme, comme dans misandre. Les androgynes sont décrits comme des êtres sphériques qui ont 2 sexes, un sexe mâle et un sexe femelle. Ils ont 4 bras, 4 jambes, une tête et 2 visages. Donc schématiquement, c'est un peu comme si vous étiez dos à dos avec votre bien-aimé et qu'on vous soudait l'un à l'autre. Et donc le mythe raconte que ces androgynes étaient des êtres surpuissants, à tel point qu'un jour, ils ont déclaré la guerre aux dieux. Et pour les punir de cet affront, Zeus ne les tua pas, il les coupa en 2, pour les affaiblir, pour les pousser à passer le restant de leur existence à rechercher leur partie manquante. Telle est, nous dit Aristophane, l'origine de l'amour, telle est l'origine du désir amoureux. Alors je pourrais vous donner plus de détails techniques concernant la séparation des androgynes, le fait par exemple que Zeus a demandé à Apollon de recoudre la peau là où elle avait été coupée, de faire un point de couture qui s'est appelé le nombril, que Zeus lui a ensuite demandé de tourner les visages du côté du nombril, pour que nous puissions voir la trace de cette séparation, et donc pour créer chez nous un sentiment d'humilité, le souvenir gravé dans notre chair de la punition divine. Tout ça est fort intéressant, mais l'essentiel se trouve ailleurs. L'essentiel, c'est qu'avant, nous étions des êtres complets, et que désormais, nous sommes des êtres incomplets. Des êtres amputés de notre moitié. Et remarquez comme le champ lexical de l'amour est rempli d'expressions qui traduisent cette idée d'unité du couple. On parle par exemple d'être fait l'un pour l'autre. On parle de trouver sa moitié, de trouver l'âme sœur, ou l'alter ego. Alter ego, littéralement, un autre soi. Ce que ça veut dire, c'est que celui qu'on aime est une partie de nous-mêmes. Raison pour laquelle, quand il n'est pas là, il nous manque, littéralement. Quand il est là, nous sommes comblés. Comblés, remplis. Comblés, complets. Donc c'est l'idée d'unité. Et là, il y a 2 notions qui émergent, et sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. Première notion, le manque. Deuxième notion, la complémentarité. Alors, le manque. Pourquoi le manque? Parce que, comme je l'ai dit, quand on est amoureux et que l'être aimé n'est pas là, quand il est absent, il nous manque. Le désir, c'est la traduction du manque.
c'est la traduction de l'absence. Si vous préférez, on ne peut désirer que ce qu'on ne possède pas. Sitôt qu'on possède la chose qu'on désire, elle ne nous manque plus. Donc on ne la désire plus. On est comblé. D'ailleurs, à ce propos, on peut faire un lien entre cette idée de désirer ce qu'on ne possède pas et ce que disait Sartre à propos de l'amour, à savoir que l'amour, c'est le fait de vouloir posséder l'autre comme être libre. Ça veut dire quoi, posséder l'autre comme être libre? Ça veut dire que, quand on aime quelqu'un, on veut le posséder. Pas nécessairement le posséder physiquement, pas en disposer comme d'un objet, mais presque. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le partager. On ne veut pas qu'il nous échappe. On ne veut pas qu'il ait des vues sur d'autres personnes que nous. On veut posséder son cœur. Et d'ailleurs, à propos du mot posséder, quand on aime quelqu'un avec passion, il occupe toutes nos pensées. C'est comme s'il avait pris possession de notre esprit, possession de notre âme. Et posséder, c'est aussi un verbe qu'on utilise pour dire avoir un rapport sexuel. Alors c'est vrai que c'est surtout pour les hommes qu'on emploie ce verbe. Le fait de posséder une femme, c'est le fait de la pénétrer, donc littéralement d'entrer en elle, de prendre possession de son intériorité, avec évidemment ici une idée de domination. Mais pour en revenir à cette idée de possession, vouloir posséder l'autre, c'est ça, selon Sartre, l'essence de l'amour. Et ce qui fait que cette volonté est vaine, qu'elle est vouée à l'échec. Autrement dit, ce qui fait qu'il est impossible de posséder l'autre, et que donc tout amour est en soi une contradiction dans les termes, c'est le fait que dès lors qu'on possède l'autre, dès lors qu'on se l'approprie, il n'est plus libre, puisqu'il nous appartient. Et plus il nous appartient, moins on l'aime. Il perd tout son attrait. Donc l'idée sous-jacente, c'est qu'on aime d'autant plus quelqu'un qu'il nous échappe. Quand la personne nous est trop dévouée, quand elle nous est acquise, on a tendance à moins la désirer. On a tendance à moins l'aimer. Donc sans aller jusque-là, le mythe des androgynes nous rappelle quelque chose qu'on savait déjà, à savoir que le désir se nourrit du manque. C'est d'ailleurs pour ça que, dans l'Antiquité, le désir n'était pas du tout une notion positive, philosophiquement parlant. Parce que le désir nous plonge dans un état d'insatisfaction, dans un état d'agitation intérieure. C'est à partir du XVIIe siècle, avec Spinoza, que le désir devient une notion positive, qu'il devient la marque de notre puissance d'agir, là où il n'était auparavant que la marque de notre finitude. Donc ça, c'est la première idée. Le désir est manque. Deuxième idée, qui découle de la première, l'idée d'unité. Le désir est toujours désir d'unité. Alors là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. La première, c'est que le couple, c'est la forme la plus manifeste, c'est la forme la plus conventionnelle de l'unité amoureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux personnes se mettent en couple, elles s'unissent. Et s'unir, ça veut dire ne faire qu'un. Alors, on est bien d'accord que dans un couple, chacun garde son individualité, chacun garde sa personnalité, mais le fait est que le couple devient une entité à part entière. On va au restaurant avec un couple d'amis. On part en vacances avec un couple d'amis. Et quand ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas disponibles. Donc, le couple est une entité sociale dont le mariage constitue l'officialisation, la reconnaissance par la société. Marier, maritare en latin, c'est le fait d'unir, comme on marie des saveurs. Vie maritale, vie conjugale, là encore, conjuguer, c'est unir. Vie commune, vie comme une. Le couple est une unité. C'est une cellule. Pas une cellule au sens de cellule de prison, quoique parfois une cellule au sens social, mais aussi une cellule au sens biologique. Car la cellule, c'est ce qui rend possible la vie. Et donc c'est là qu'on en arrive à l'accouplement.
Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait accouplement. Il faut qu'il y ait union sexuelle. Et si on adopte un regard finaliste sur la nature, finaliste ça veut dire en imaginant que la nature poursuive une fin, qu'elle poursuive un but, on remarque que la nature a choisi l'union sexuelle de deux êtres comme moyen de perpétuation de l'espèce. En clair, pour se reproduire, il faut être deux. Comme si la nature avait voulu compliquer les choses. Et c'est vrai après tout. Pourquoi est-ce qu'on ne se reproduit pas tout seul? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir besoin de quelqu'un du sexe opposé pour faire un enfant? Alors, ça existe, les animaux qui se reproduisent seuls. On appelle ça la parthénogenèse. Parthénos, vierge, génésis, naissance. Donc reproduction sans fécondation. Mais le fait est que les êtres humains comme vous et moi, les êtres humains mâles ou femelles, ont besoin d'un partenaire sexuel de sexe opposé pour se reproduire. Je ne vous apprends rien. Et ça, sur le plan symbolique, ça signifie deux choses. Premièrement, que la complémentarité procède de l'opposition, opposition mâle-femelle. Deuxièmement, que la perpétuation de soi passe par l'union avec l'autre. Donc, que l'identité inclut l'altérité. Alors, on va essayer de comprendre ces deux idées. On entend souvent dire que dans un couple, la plus grande qualité, la plus grande force, c'est la complémentarité. Quand on dit les opposés s'attirent, si on entend par opposé des différences qui se complètent, des qualités et des défauts qui s'équilibrent, on est en plein dedans. Moi, je suis plutôt rationnel, elle est plutôt sensible. Lui, il est plutôt introverti, moi, je suis plutôt extraverti. Vous connaissez la chanson. Et le fait est que quand il y a complémentarité au sein d'un couple, il y a efficacité. Au sens où plus on couvre une large palette de compétences, plus on peut faire face à des situations différentes. Autrement dit, plus on peut compter l'un sur l'autre. C'est important. Donc, ce que ça veut dire, toujours si on suit cette grille de lecture, c'est qu'entre les membres d'un couple, il faut qu'il y ait des différences, et il faut que ces différences soient adossées à un fond commun, à un tronc commun. Si vous avez déjà été amoureux, vous savez qu'en règle générale, la personne qu'on aime, elle est à la fois la même que nous et l'opposé de nous. La même que nous sur certains aspects, ce qu'on pourrait appeler les aspects essentiels ou nécessaires, l'opposé de nous sur d'autres aspects, les aspects secondaires, les aspects contingents. Donc, l'identité et l'altérité. Et là, on en revient à nos androgynes. Nos androgynes dont on nous a dit qu'ils étaient reliés par le dos. Alors, en réalité, ils n'étaient pas reliés, parce que reliés, ça voudrait dire qu'ils étaient dissociés à la base, et qu'on les aurait réassociés. Or, c'est pas le cas. C'est d'un point de vue dissocié, c'est d'un point de vue séparé qu'on dit qu'ils sont reliés. Mais le fait est que d'un point de vue séparé, d'un point de vue mâle ou femelle, nos androgynes, ils sont reliés par le dos. Leurs dos se confondent. Et ils sont opposés par leur visage. Les deux visages regardent dans des directions opposées. Ce qui veut d'ailleurs dire que, concrètement, ils ne se sont jamais vus l'un l'autre. Ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Donc quand ils se retrouvent, s'ils se retrouvent, ils se reconnaissent sans s'être jamais vus. Je vous laisse y réfléchir. Donc la partie par laquelle les androgynes sont unis, c'est le dos. Le dos, c'est la structure. C'est le tronc commun. L'identité. L'intériorité. Le visage, c'est ce qui est tourné vers deux directions opposées. C'est l'altérité. Et c'est l'extériorité. L'amour, c'est donc la rencontre de l'identité et de l'altérité. Autrement dit, l'amour, c'est l'absolument autre, comme disait Lévinas, dans lequel je me perçois. C'est ça l'amour. L'autre en tant qu'il fait partie de moi
en tant que je fais partie de l'autre. Vous connaissez tous, j'imagine, le mythe de Narcisse. Le mythe de Narcisse, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux de lui-même. Plus précisément, parce que là, il faut être précis, qui tombe amoureux de son reflet dans l'eau, et qui, à force de se contempler dans l'eau, a fini par mourir. Selon les versions, mort de faim et de soif, parce que littéralement scotché à son image. Selon d'autres versions, mort noyé, en voulant rejoindre son reflet. Mais peu importe. Le mythe de Narcisse a été raconté par Ovide, dans les Métamorphoses. Mais saviez-vous qu'il existait une autre version du mythe de Narcisse, la version d'un auteur grec du nom de Pausanias? Et Pausanias raconte que Narcisse avait une sœur jumelle qui est morte adolescente. Narcisse aimait énormément sa sœur jumelle, et c'est sa douleur, c'est sa tristesse, qui expliquerait qu'il passait son temps à contempler son reflet dans l'eau. Parce que son reflet à lui, c'était son reflet à elle. Le reflet de Narcisse n'était pas le reflet de Narcisse. C'était le reflet de sa sœur. Il voyait dans son propre visage le visage de sa sœur. Donc ce que nous dit cette version du mythe de Narcisse, c'est qu'on n'a rien compris au mythe de Narcisse. C'est qu'on n'a rien compris à la motivation véritable de Narcisse. Non pas le narcissisme, précisément, mais la nostalgie. La nostalgie de l'être aimé qu'on a perdu. Avec sa sœur, Narcisse formait une totalité. La mort de sa sœur, c'est la mort de cette totalité. C'est la perte de l'unité. Son amour pour lui-même n'est que la traduction indirecte et mal comprise de sa nostalgie de l'unité. Aimer, c'est ne faire qu'un. C'est vouloir ne faire qu'un. Quand deux personnes s'aiment, sans se soucier du regard des autres, sans se soucier du lendemain, on dit qu'elles sont seules au monde. Elles sont seules du point de vue des autres. De leur point de vue à elles, elles ne sont pas seules. Elles sont tout. Elles sont une totalité. Et par définition, une totalité se suffit à elle-même. Elle n'a besoin de rien d'extérieur à elle-même. Puisque, justement, rien n'existe en dehors d'elle. L'amour, c'est le désir de réunion. L'amour de l'enfant pour sa mère, c'est le désir de retour à ce paradis originel qu'est le ventre maternel, quand on ne faisait qu'un avec la totalité. Le fœtus est dans un état de plénitude. Température idéale, rien à faire pour se nourrir, tout va bien. Et au bout de 9 mois, le paradis s'effondre. C'est la chute dans la matière, où il fait froid, où il y a du bruit, où les gens sont heureux pendant que nous pleurons. Toute naissance est un traumatisme. Heureusement qu'on ne s'en souvient pas. Ou c'est peut-être justement parce qu'il vaut mieux ne pas s'en souvenir que notre cerveau l'a oublié. Naître, c'est mourir. C'est perdre l'unité. Et c'est passer sa vie à vouloir retrouver cette unité perdue. À vouloir redevenir complet. L'amour permet de retrouver l'unité originelle, le paradis perdu. Et quand on ne parvient pas à trouver l'amour, d'autres moyens se présentent. Le travail, l'art, le divertissement, le jeu. Ne faire qu'un avec ce qu'on fait. Faire naître de soi une totalité qui nous transcende. Faire de la perte le moteur de l'oubli de la perte. Et quand cette nostalgie de l'unité est trop forte, on peut aussi se réfugier dans des solutions destructrices. Donc dans des solutions qui n'en sont pas. Les drogues. Les drogues dont certaines ont pour effet de dissoudre la frontière
entre soi et le monde. Fusionner avec la totalité. Ne faire plus qu'un avec l'univers. Dans le film Requiem for a Dream, tous les personnages sont accros à la drogue, quelle que soit cette drogue. Ils cherchent tous à combler un vide, à combler un manque, à combler une absence. Et à la fin du film, quand la drogue a fini de les détruire, leur hurlant aux oreilles « Ce que tu cherches n'est pas là. Ce dont tu as besoin n'est pas là. Tu es seul. » Un plan de caméra montre chacun d'entre eux se mettant en position fétale. Cette position qui était la leur dans le ventre de leur mère, quand ils ne manquaient de rien, quand ils étaient heureux. Le mythe des androgynes, c'est l'histoire qui nous rappelle que nous sommes tous des nostalgiques de l'unité. Je cite. Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent. Elle était bien différente. D'abord, il y avait 3 espèces d'hommes, et non 2 comme aujourd'hui. Le mâle, la femelle, et, outre ces 2-là, une 3e composée des 2 autres. Le nom seul en reste aujourd'hui, l'espèce a disparu. C'était l'espèce androgyne, qui avait la forme et le nom des 2 autres, mâle et femelle, dont elle était formée. De plus, chaque homme était dans son ensemble, de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, 4 mains, autant de jambes, 2 visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces 2 visages opposés, une seule tête, 4 oreilles, 2 organes de la génération et tout le reste à l'avenant. Il marchait droit, comme à présent, dans le sens qu'il voulait. Et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les saltimbanques qui tournent en cercle en lançant leurs jambes en l'air, s'appuyant sur leurs membres qui étaient au nombre de 8, ils tournaient rapidement sur eux-mêmes. Et ces 3 espèces étaient ainsi conformées parce que le mâle tirait son origine du soleil, la femme de la terre, l'espèce mixte de la lune, qui participe de l'un et de l'autre. Ils étaient sphériques, et leur démarche aussi, parce qu'ils ressemblaient à leurs parents. Ils étaient aussi d'une force et d'une vigueur extraordinaires, et comme ils avaient de grand courage, ils attaquèrent les dieux. Et ce qu'Homère dit d'Éphialte et d'Otos, on le dit d'eux, à savoir qu'ils tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Le cas était embarrassant. Ils ne pouvaient se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre, comme ils avaient tué les géants, car c'était anéantir les hommages et le culte que les hommes rendent aux dieux. D'un autre côté, ils ne pouvaient non plus tolérer leur insolence. Enfin, Jupiter, ayant trouvé non sans peine un expédient, prit la parole. « Je crois, dit-il, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en 2 l'un après l'autre. Nous obtiendrons ainsi le double résultat de les affaiblir et de tirer d'eux davantage, puisqu'ils seront plus nombreux. Ils marcheront droit sur 2 jambes. S'ils continuent à se montrer insolents et ne veulent pas se tenir en repos, je les couperai encore une fois en 2 et les réduirai à marcher sur une jambe à cloche-pied. » Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en 2, comme on coupe des alizés pour les sécher, ou comme on coupe un œuf avec un cheveu. Et chaque fois qu'il en avait coupé un, il ordonnait à Apollon de retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, afin qu'en voyant sa coupure, l'homme devint plus modeste, et il lui commandait de guérir le reste. Apollon retournait donc le visage, et, ramassant de partout la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre, comme on fait des bourses à courroie, il ne laissait qu'un orifice et liait la peau au milieu du ventre. C'est ce qu'on appelle le nombril. Puis il polissait la plupart des plis et façonnait la poitrine avec un instrument pareil à celui dont les cordonniers se servent pour polir sur la forme les plis du cuir. Mais il laissait quelques plis, ceux qui sont au ventre même et au nombril, pour être un souvenir de l'antique châtiment. Or, quand le corps eut été ainsi divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle, et s'embrassant et s'enlaçant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble, les hommes mouraient de faim et d'inaction parce qu'ils ne voulaient rien faire les uns sans les autres. Et quand une moitié était morte et que l'autre survivait,
celle-ci en cherchait une autre et s'enlaçait à elle, soit que ce fût une moitié de femme entière, ce qu'on appelle une femme aujourd'hui, soit que ce fût une moitié d'homme, et la race s'éteignait. Alors Zeus, touché de pitié, imagine un autre expédient. Il transpose les organes de la génération sur le devant. Jusqu'alors, il les portait derrière, et ils engendraient et enfantaient non point les uns dans les autres, mais sur la terre comme les cigales. Il plaça donc les organes sur le devant, et par là fit que les hommes engendrèrent les uns dans les autres, c'est-à-dire le mâle dans la femelle. Cette disposition était à deux fins. Si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race. Et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparerait pour un temps, ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de l'existence. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Savez-vous d'où vient le mot désir ? Il vient du latin desiderare, qui veut dire la perte de l'étoile. Desiderare, sideris, sidéral. Donc le désir, c'est le regret de l'étoile perdue, de l'astre perdu. Astre, as, et être, l'unité de l'être. Adam et Ève ont chuté du paradis perdu quand ils se sont laissés séduire par le serpent, quand ils ont succombé à la tentation, au désir, car ils ne manquaient de rien, mais ils se sont comportés comme si il leur manquait quelque chose. Il leur manquait la connaissance. Dieu leur a dit, « Vous voulez connaître ? Vous allez connaître. Vous allez explorer les lois de la matière, la souffrance, le travail, la tristesse, la mort. Vous allez connaître tout ce qu'on ignore quand on est au paradis, parce que vous n'avez pas su vous contenter du paradis. Tant pis pour vous. Vous serez mortel. Vous serez mortel, mais vous aurez un moyen de devenir immortel. L'amour. De cet amour naîtront des enfants, des extensions de vous-même. Vos enfants vous rendront immortels, car en vous survivant, vous survivrez à travers eux. Dans la matière, on doit composer avec le temps. Mais la répétition, la reproduction, combattra les effets du temps. Vous voulez atteindre l'immortalité ? Vous voulez être semblable à moi ? Très bien. Croissez et multipliez. C'est votre seule option. La génération est le seul moyen de maintenir le cycle. Le cercle est le symbole de l'unité. La reproduction, c'est le moyen de recréer l'unité. Le cercle, seule figure géométrique qui n'a qu'un seul côté. Le cercle, symbole de l'unité, mais aussi symbole de la totalité. Le cercle qui donne la sphère, sphère qui donne les atomes, les planètes et les androgynes. Si le désir est le regret de l'étoile perdue, nous serons heureux d'apprendre que la phrase « nous venons des étoiles » repose sur une réalité scientifique. Les atomes qui constituent notre corps, comme le carbone, l'oxygène, l'azote, trouvent leur origine dans le noyau des étoiles. Et quand les étoiles explosent, elles projettent leurs composants chimiques dans l'espace intersidéral. La vie qui s'est développée sur Terre est le résultat de ces projections chimiques. Nous venons des étoiles, et pour peu que nous trouvions l'amour, nous y retournerons.
Je vous remercie.